Bonjour à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Sophie Biou pour notre nouvelle conférence dans le cadre de la Semaine du cerveau. Sophie Biou qui est donc neuropsychologue au CHU de Purpan, qui va nous présenter ses travaux. Avant ça, je voulais remercier particulièrement la médiathèque José Cabanis de Toulouse, qui est notre partenaire depuis plusieurs années et qui devait accueillir l'événement en présentiel à l'origine. On espère qu'on pourra vous y retrouver l'an prochain pour de nouveaux cycles de conférences. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Sophie Biou qui va vous parler et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à tous, merci Laure pour cette présentation. Donc je suis Sophie Biou, psychologue clinicienne et je suis là aujourd'hui pour vous parler des violences conjugales et en particulier l'impact sur l'identité des conséquences des violences conjugales. Alors avant toute chose, je vais préciser quelque chose qui me semble important. Vous verrez tout au long de cette présentation, je vais parler uniquement et principalement des femmes qui sont victimes de violences conjugales, puisque bien sûr la définition de la violence conjugale ne s'arrête pas à la partenaire, mais elle peut concerner aussi le partenaire. Mais dans mon cas, je vous parlerai uniquement des femmes victimes. Alors, je vais d'abord recontextualiser les violences conjugales. Ça me semble important de faire une distinction majeure entre la violence conjugale et le conflit de couple plutôt classique où une dispute peut de temps en temps dériver, mais on n'est pas dans le cas de la violence conjugale où, par définition, l'intégrité physique et ou psychique est touchée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la violence conjugale, il y a un caractère volontaire. Donc intentionnel et répétitif. Il y a quelque chose qui va se mettre en place progressivement dans le but d'atteindre le partenaire. Donc ça se met en place petit à petit, c'est pour ça qu'on a décrit et qu'on a modélisé, si je peux le dire comme ça, le cycle de la violence que je vais vous présenter juste après, puisque au fil du temps, ces violences augmentent en intensité et augmentent aussi en fréquence. Il existe plusieurs types de violences qui ont été caractérisées. Les violences psychologiques qui, donc pour reprendre assez rapidement, qui peuvent être déjà verbales ou non verbales, qui sont relatives à de l'intimidation, du dénigrement, des insultes, des menaces, du mépris et qui vont instaurer un climat de peur petit à petit pour la partenaire. La culpabilité s'installe à ce moment-là, au moment de ces violences psychologiques, avec beaucoup de confusion pour la victime et bien sûr comme conséquence une perte de l'estime de soi. Donc on comprend dès ce moment-là que la notion d'identité va être un petit peu altérée par déjà la mise en place petit à petit de ces violences psychologiques. Il faut comprendre aussi que le phénomène d'emprise que je vais expliquer tout à l'heure s'installe à partir de ce moment-là, dès qu'il y a des violences psychologiques. On parle aussi de violences économiques. Alors, selon la littérature, ça fait partie des violences psychologiques non verbales, et selon un autre type de littérature, c'est des violences qui sont à part. Les violences économiques, c'est tout simplement isoler petit à petit la partenaire qui, du coup, ne va pas travailler, n'aura pas de compte en banque, va dépendre uniquement de son conjoint pour aller faire des achats, donc aura besoin de son autorisation, n'aura pas de moyens de paiement propres. Et cet isolement, bien sûr, vise à rendre l'autre totalement dépendant. Donc il y a une diminution de l'autonomie comme ça qui s'installe petit à petit et qui vient amplifier ce phénomène d'emprise. Il y a bien sûr les violences physiques que je détaille pas trop parce que ça va de soi, hein, où il y a tout simplement un climat d'insécurité en fait, surtout qui va se créer avec une peur. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est dans un climat de soumission de l'autre, où le partenaire commence à dominer par l'aspect physique, et donc là, la peur devient de plus en plus prégnante. Et enfin, les violences sexuelles. Donc, plusieurs actes peuvent être caractérisés avec, bien sûr, des actes sexuels forcés sous la contrainte, des actes sexuels violents, le viol conjugal qui a été reconnu assez récemment en termes de loi.
Voilà, donc toutes ces violences regroupent à la fois les violences psychologiques, économiques, physiques et sexuelles, avec chacune d'entre elles un impact bien sûr différent sur la victime. Il y a une notion d'impuissance aussi qui va se mettre en place, puisqu'à partir du moment où les violences physiques arrivent, c'est vrai que cette domination crée une notion de la femme se sent impuissante vis-à-vis de ça, elle a honte aussi, c'est un sentiment qui ressort souvent lorsqu'on écoute ces récits-là, avec également une perte de l'estime de soi puisque l'intégrité physique a été touchée. Dans le cycle de la violence dont je vous parlais tout à l'heure, il est constitué de quatre phases. La première phase, c'est la phase de tension, où l'agresseur instaure ses menaces, ses intimidations, les humiliations. Ça peut arriver de prétexter l'incompétence de la conjointe, dont là, elle se sent de plus en plus brisée dans l'estime d'elle-même et dans la confiance qu'elle peut se porter. La victime commence à avoir peur, fait attention à tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Et ce climat de tension va augmenter jusqu'à arriver au temps de crise. Ce temps de crise se caractérise par les violences, bien sûr. Et chez la victime, l'humiliation et le dénigrement qui va encore plus être présent au moment de la crise va faire que l'emprise va prendre tout son sens aussi à ce moment-là. Suite à cette phase de crise, on a la phase de justification, où l'agresseur se trouve des excuses pour justifier son comportement, et souvent dans ce mécanisme, il attribue la responsabilité à la victime, qui en général, à ce moment-là, l'emprise est déjà là, ce qui fait que la victime croit en sa responsabilité de cet acte-là. Et surtout, elle se dit, bon, c'est peut-être de ma faute, je vais donc essayer de l'aider, de faire quelque chose pour lui. Beaucoup de doutes durant cette phase-là, avec le fait de se sentir responsable. J'en parlerai tout à l'heure, mais quand il y a aussi un climat familial avec des enfants, dans le foyer familial, c'est encore plus compliqué. Mais elle est toujours en général, les victimes à ce moment-là sont dans cette idée de bon, peut-être que ça peut s'arranger, c'est arrivé une fois, deux fois, cette fois il a l'air de prendre la chose au sérieux, on va peut-être pouvoir passer à autre chose. Et suite à ça, il y a la lune de miel qui correspond en gros à la réconciliation, où l'agresseur peut demander pardon, promet qu'il va peut-être se faire aider sur le plan psychologique. Il peut aussi, dans ces moments-là, faire du chantage au suicide, où là, l'emprise de nouveau reprend bien le dessus. Et la victime, elle, pense qu'il faut qu'elle continue à porter son aide, parce que, au fond, persuadée que c'était exceptionnel, parce qu'il y avait eu un temps de crise hors du commun et que donc ça ne recommencera pas. Justement, cette emprise psychologique, qu'est-ce que c'est? Dans l'SSTOL, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les violences psychologiques, c'est progressif, assez insidieux. Et surtout, c'est marqué par une ambivalence de la situation, à la fois entre une alternance de ces violences et de temps en temps des marques d'affection. Et c'est ces moments d'affection qui vont faire penser à la victime que ça ne se reproduira pas et que la situation va s'améliorer. Ces messages contradictoires, il faut comprendre que ça empêche totalement le cerveau d'accéder au sens critique et d'avoir ce recul nécessaire qui pourra à un moment permettre à la victime d'entamer une démarche de séparation ou de procédure judiciaire. Et cette emprise a tellement de poids que globalement, elle empêche d'accéder un peu à notre système rationnel qui nous permettrait à un moment de prendre d'autres décisions. Du coup, la mesure des choses n'est pas vraiment prise. Et on arrive à une situation où la victime finit par parfois banaliser la violence, la normaliser, et n'ayant pas vraiment conscience de ce qui se passe. Alors, pour vous parler des chiffres les plus récents, je me suis appuyée sur la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes qui date donc qui parle des chiffres de 2019, qui a été diffusée à l'automne 2020. Et je vous annoncerai aussi les derniers chiffres de 2020, justement, suite au confinement, etc. Alors, j'ai essayé de prendre l'essentiel. En 2019, il y a eu 146 femmes victimes d'homicide par leur partenaire et 27 hommes victimes d'homicide par leur partenaire. Dans ces situations-là, il y a eu malheureusement 25 enfants qui sont décédés.
il faut comprendre que ces enfants ont une place aussi particulière, et j'en parlerai après. Ils sont soit victimes collatérales au moment de l'homicide du conjoint ou de la conjointe, ou ils sont victimes tout court, hein, sans que l'un des deux parents ne soit forcément tué. 84% donc des personnes qui ont été tuées sont des femmes. C'est pour ça que je m'intéresse particulièrement aujourd'hui aux victimes femmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les violences physiques, sexuelles et psychologiques. Et dans ce tableau, ce qu'on voit bien, c'est surtout pour vous montrer l'impact aussi des violences sexuelles, qui font partie des violences conjugales. Alors, il y a à peu près 14%, en 2019, 14%, les chiffres n'ont pas trop bougé sur ces dernières années, de femmes qui sont victimes de violences sexuelles uniquement, donc pas associées à d'autres types de violences, et 15% qui sont à la fois victimes de violences physiques et sexuelles, ce qui fait un total de pratiquement 30%. 30% de femmes qui subissent des violences sexuelles durant les violences conjugales. Pour un petit détail qui me paraissait quand même important, on dit souvent que les chiffres sont sous-estimés. Alors c'est vrai, puisqu'il y a entre 18 et 20% de procédures judiciaires, c'est-à-dire de dépôts de plaintes qui sont effectués. Donc on suppose qu'il y a une grande partie de femmes qui ne font pas de démarche, donc on estime cette partie-là à 73%. Vraiment zéro démarche, pas de dépôt de plainte, pas de main courante et pas de PV de renseignement judiciaire. Donc les chiffres que je viens de vous annoncer sont basés uniquement sur ce qu'on sait, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ont fait une démarche judiciaire. Autre chiffre important, à peu près 80% de ces femmes sont mamans et ont au moins un enfant. Il faut savoir que 30% de ces enfants sont eux-mêmes maltraités. En soi, l'exposition à la violence conjugale est une forme de maltraitance. Je rappelle au passage le numéro qui est le 3919 pour les femmes qui seraient concernées par ces violences et le 119 pour les enfants qui subissent des maltraitances. Les chiffres de 2020 ne sont pas sortis officiellement, mais le ministre a fait on va dire un petit teaser en février parce qu'il y a un constat pour l'instant à confirmer quand même qui a été fait en 2020 parce qu'on avait très peur que le confinement ait un impact négatif, enfin les confinements. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait eu 106 homicides conjugaux en 2020, dont 90 femmes tuées par leur partenaire, ce qui est plus faible que les autres années. Alors, on explique ça en partie, et je dis bien pour l'instant, à confirmer dans les mois à venir, par une augmentation des signalements qui ont été faits durant les phases de confinement. Il y a une augmentation de 40 à 60% de signalements. Donc de signalements par l'extérieur, par l'entourage, ou parfois par les femmes eux-mêmes qui ont décidé dans ces phases de confinement de mettre en place des démarches pour se protéger. Alors je ne peux pas parler des violences conjugales sans parler des répercussions globales sur la santé. Alors d'abord sur la santé physique, c'est la principale cause de blessures chez la femme. Il y a aussi beaucoup de blessures traumatiques. Des pathologies chroniques, troubles cardiaques, maladies auto-immunes, symptômes gastriques, des troubles gynéco dus aux violences sexuelles et des conséquences obstétricales, puisque je vais en parler juste après. La grossesse a un impact particulier dans les situations de violence conjugale. Il y a aussi l'impact des blessures, des traumas crâniens, qui peuvent laisser des séquelles sur le plan cérébral. Sur le fonctionnement cognitif, alors c'est moins documenté, mais il y a quelques études qui ont prouvé que ont constaté une altération de la mémoire de travail, donc une forme de mémoire à court terme, et une altération des capacités attentionnelles chez les femmes victimes de violences conjugales par rapport à un groupe témoin qui n'avait pas vécu ces violences, une altération de la vitesse de traitement, et un dysfonctionnement de la mémoire autobiographique qui fait référence aux souvenirs personnels qui sont rattachés à un contexte spatio-temporel avec beaucoup de détails et reliés surtout à une émotion.
Les répercussions sur la santé mentale. Évidemment, beaucoup plus de symptômes dépressifs et anxieux chez ces femmes-là. Beaucoup de risques suicidaires aussi, un risque suicidaire plus important. Un système d'addiction qui peut se mettre en place avec un abus de substances. Et bien sûr, un trouble de stress post-traumatique engendré par cette intégrité physique et ou psychique touchée. Sur le plan psychologique, ce qu'on constate, c'est que globalement, toutes ces violences, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, instaurent une perte de confiance en soi et une perte d'estime de soi. Cette crainte-là, cette peur latente, vraiment amène la confiance en soi à sa perte. Si au départ il y en a un petit peu, clairement, ça diminue au fil du temps, avec un sentiment d'incompétence qui est entretenu par l'auteur. T'es bonne à rien, tu sais rien faire. Voilà, donc il y a une réduction en fait de l'autonomie de la victime qui se fait comme ça, par ces paroles-là, où elle ne prend plus aucune décision sans s'en remettre à l'agresseur. Donc il faut que la victime se conforme absolument aux propos de l'agresseur et qu'elle se plie à toute demande. Pour ces auteurs, le désaccord n'est pas envisageable dans le sens où tout désaccord peut amener à cette phase de crise dont je vous ai parlé tout à l'heure durant le cycle de la violence. Sur le dénigrement, l'humiliation, la dévalorisation perpétuelle, cela conduit à la perte d'estime de soi. Alors peut-être que ça questionne parce que j'ai différencié la confiance et l'estime de soi. La confiance en soi est plutôt relative aux compétences qu'on peut avoir. Vous maîtrisez une tâche, au bout d'un moment, à force de la faire, vous êtes de plus en plus compétent et vous augmentez la confiance en vous vis-à-vis de cette tâche-là, vis-à-vis de cette compétence. Et la perte d'estime de soi, on est dans la valeur qu'on se donne. L'opinion de soi-même, l'amour de soi, si je vais un petit peu loin. Et la perte d'estime de soi est énorme dans ces situations de violence conjugale, puisque la parole est disqualifiée en permanence. T'as pas d'humour, t'as pas compris, tu fabules, tu dramatises. Donc il y a une banalisation qui est faite par l'auteur. Et cette banalisation, la victime finit par y croire. Alors, je trouvais intéressant de vous parler d'une question qui ressort toujours, c'est pourquoi la victime ne part pas lors du premier épisode? Pourquoi elle ne part pas au bout de 10 ans, de 20 ans? Pourquoi elle subit ça? C'est pas si simple que ça. Il faut savoir que la victime et son agresseur, il y a aussi une notion d'histoire propre à chacun. Il y a une rencontre, c'est une rencontre qui se fait entre deux histoires différentes et on trouve des éléments d'explication dans la personnalité à la fois de la victime et dans la personnalité de l'auteur. Moi, je trouve que sur le plan purement clinique, en termes d'observation, quand on questionne sur si la victime a été elle-même témoin plus jeune, enfant, ou victime de violence, ou témoin de violence vis-à-vis de ses parents, la réponse est souvent positive. Et lorsqu'on interroge les auteurs, la réponse est souvent positive aussi. La victime ne part pas, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de honte autour de ça. Alors là, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus ces dernières années, mais ça n'enlève pas le sentiment de honte qu'elles peuvent ressentir, cette culpabilité, et surtout cette impuissance où elles se disent, elles se sentent prises au piège d'une certaine manière, en se disant mais de toute façon je ne peux pas m'en sortir. Et puis finalement peut-être que c'est moi qui perçois les choses un peu mal. Est-ce qu'il y a quelque chose de très grave dans cette situation? On en est là quand l'emprise est là. Il faut savoir que cet isolement qui s'installe progressivement empêche clairement, comme je le disais tout à l'heure, la victime de penser, de réfléchir la violence. Il n'y a pas de recul qui est possible. C'est ça qui les rend incapables de fuir. Alors, à un moment donné, bien sûr, certaines vont pouvoir passer à envisager la séparation ou envisager une démarche judiciaire. Mais tant qu'elles n'ont pas atteint, je ne sais pas si on peut parler de déclic ou un seuil, ou qu'il n'y a pas un facteur déclenchant, c'est compliqué au quotidien de penser cette violence et de se dire je me retrouve dans une situation prise au piège, comment je vais faire? Et puis il y a un autre aspect dont on parle peu aussi, c'est la question de l'amour. Parce que quand vous questionnez ces femmes, combien vous disent mais moi je l'aime et je suis amoureuse.
Et ça, on a tendance, nous, quand on est extérieur à la situation, déjà, on est un peu dans l'incompréhension, et puis on sous-estime cette parole de l'amour. Parce qu'il y a un peu une perte d'ancrage avec la réalité vis-à-vis de l'amour. C'est-à-dire que qu'après, on les questionne en détail sur est-ce qu'il y a des moments de tendresse, est-ce qu'il y a un moment d'échange dans lequel vous vous sentez en sécurité, en confiance, et finalement, la réponse est souvent non. Donc, quand on pose ces questions-là dans la prise en charge psychologique, on remet un petit peu en question la notion de l'amour. Mais il faut savoir qu'au départ, pour elle, il y a de l'amour. Et c'est aussi pour ça qu'elles ne partent pas aussi facilement que ça. Cette emprise, vous l'avez vu, qui est quand même qui est lourde et qui a beaucoup d'impact, lorsqu'elle est installée, conduit à une perte de repères identitaires. C'est vraiment une destruction identitaire. Alors pourquoi? Donc je vais venir juste en suivant. Je vais peut-être redéfinir ce que j'entends par la notion d'identité. L'identité, si on prend une définition basique, ça renvoie à la notion de permanence. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, qui fait sa singularité. Alors après, la notion d'identité, c'est un vrai débat en philosophie, donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais juste pour recontextualiser, moi je parle de l'identité personnelle, dans un sens un petit peu restrictif, où on appuie surtout la notion de permanence dans le temps, la conscience de soi, avoir conscience de qui l'on est, et cette continuité psychologique à travers le temps qui se fait grâce à nos souvenirs. Donc ça, c'est vraiment relatif à l'identité personnelle. Ensuite, il y a l'identité sociale. L'identité sociale, elle représente plutôt les interactions entre l'individu, les autres et la société. On va voir que les violences conjugales touchent à la fois l'identité personnelle et l'identité sociale. L'isolement, on l'a vu, se met en place. En général, il y a un isolement familial, amical. Beaucoup de femmes sont coupées de leur famille, à la fois par le sentiment de honte et à la fois par l'auteur qui finit par faire croire à la victime que de toute façon, sa famille n'est pas bonne pour elle. Pareil pour les amis. Soutien social, en général, zéro. Ce qui explique aussi les difficultés pour prendre des décisions. Vie professionnelle, on l'a vu petit à petit. Alors certaines vont réussir à conserver un travail, mais vraiment pas toutes. Et cet isolement professionnel participe à cette destruction identitaire aussi, parce qu'on a aussi une identité professionnelle. Et en plus, cette absence de vie professionnelle va faire que nourrir ces violences économiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc globalement, sur le plan social, il y a déjà une perte de cette identité-là. Sur le plan familial, et là j'y reviens et c'est un sujet important pour moi parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près 80% de ces femmes sont mamans. Et être une figure maternelle, c'est aussi avoir une identité en tant que parent. Et cette identité en tant que parent, dans la prise en charge psychologique, elle est très impactée. Très impactée, pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que la grossesse, c'est un facteur soit déclencheur, ou un facteur aggravant. Donc les violences commencent soit au moment de la grossesse, donc pendant la grossesse, et des violences physiques avec des coups de pied dans le ventre qui conduisent bien sûr à des fausses couches, etc., des soucis obstétriques. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'on pense que c'est une période de vulnérabilité pour la femme, sur le plan un petit peu physique, et l'homme va s'en saisir pour asseoir son emprise avec les violences physiques à ce moment-là. Donc dès la grossesse, il y a quelque chose qui se passe, puisque finalement on peut se questionner. Est-ce qu'on n'est pas déjà, alors que l'enfant n'est pas né, en train de compromettre le lien, ce fameux lien mère-enfant? En général, dans le fonctionnement familial, alors bon, je ne vais pas vraiment parler de profil, je ne vais pas catégoriser, mais on retrouve plusieurs traits chez les auteurs qui sont pères. Une forme d'autorité, avec une alternance entre autorité et excès de permissivité, et parfois négligence. Souvent, l'auteur disqualifie la mère, les propos de la mère qui n'arrive pas à tenir sa position du coup de mère et à poser son cadre de maman.
Souvent, ces pères-là sont aussi irresponsables, ils s'occupent des tâches de certaines tâches et laissent les tâches les moins agréables à la mère. Il y a une dévalorisation permanente où le père peut ridiculiser et insulter la mère devant l'enfant, la maltraiter aussi devant l'enfant. C'est pour ça que je vous disais que beaucoup d'enfants assistent à ces violences conjugales. Il y a aussi une notion d'ego, où ces auteurs, bien sûr, font preuve donc sont égocentriques, donc autocentrés complètement. Tout doit être axé sur ses propres besoins. Et l'enfant doit aussi se caler sur les besoins de ce père auteur de violences conjugales. L'auteur est manipulateur, ce qui fait, ça va ensemble avec l'emprise, ce qui fait que l'enfant ne sait plus où il en est, en fait. Il ne sait plus qui est responsable de quoi. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman qui est responsable des violences? Et ça, c'est hyper important. Puisque l'enfant, déjà dans une séparation parfois, on va dire classique, est pris dans un conflit de loyauté. Mais alors là, quand il y a de la violence conjugale au sein du couple, c'est encore pire. Alors l'auteur, là où l'auteur est quand même, on va dire, pervers dans sa manière de faire, il peut empêcher la mère d'aller réconforter l'enfant qui se sent en insécurité, triste. Il peut valoriser le fait que l'enfant va être irrespectueux envers sa maman. Donc l'enfant vraiment ne sait plus sur quel pied danser. Souvent, ce qui ressort, c'est que à l'extérieur, ce sont des hommes qui renvoient une bonne image, donc on se doute de rien sur le plan, de l'entourage. Toute cette emprise et toute cette perte identitaire en tant que figure maternelle peut aussi conduire à une forme de négligence parentale de la part de la maman aussi. C'est important de le dire. Quant à l'enfant, lui, il peut arriver qu'il prenne de la distance avec la mère, puisqu'il peut être en colère contre elle de subir ça. Il peut avoir de la honte aussi, il peut la mépriser parce que c'est le modèle qu'il aura eu sous ses yeux pendant des années. Et puis, il peut lui reprocher aussi ce manque de protection. On voit beaucoup d'enfants qui, au bout de certaines années, sont très, très en colère vis-à-vis de ça, parce qu'ils ne se sont pas sentis protégés. Donc il y a à la fois effectivement de la colère envers la mère, mais envers le père, et en tout cas tout ça n'aide pas la maman à à assurer son cadre maternel. Quand il y a séparation, on peut retrouver aussi des enfants qui vont se responsabiliser de quelque chose et qui vont agir comme protecteurs vis-à-vis de la maman. Ou alors, à l'inverse, qui vont infantiliser la maman, comme le père a infantilisé la maman. Donc, vous l'avez vu, globalement, c'est une perte de repères identitaires, mais une perte assez massive qui touche tous les domaines, à la fois l'identité sociale, professionnelle, personnelle, familiale et parentale. Le constat, c'est que du coup, ces femmes victimes de violences manifestent, on va parler un peu de troubles cognitifs liés à la notion d'identité. Parce que ce qu'il a été recherché, c'est est-ce que ce qu'on voit sur le plan psychologique en termes de perte de repères identitaires, on peut le retrouver à l'aide de contributions expérimentales, c'est-à-dire à l'aide d'études scientifiques qui pourraient appuyer ce qu'on observe. Parce que nous, effectivement, on constate que c'est des femmes, lorsque vous leur demandez ce qu'elles aiment manger, elles ne savent même plus vous répondre. Quel est leur plat préféré? Elles vont vous dire le plat de leur mari. Donc il y a une réelle destruction de la personnalité qui s'opère et les aider là-dedans, ça va être compliqué. La reconstruction de l'estime de soi, elle est difficile. La reconstruction de l'identité, elle est difficile et longue. Donc justement, que montrent les études scientifiques? Alors on s'était déjà intéressé au sujet en 2016, où on avait essayé de voir si cette perte de repères identitaires pouvait s'observer sur le plan cognitif. Pourquoi on s'est posé cette question? Parce que la mémoire autobiographique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait référence, donc je le rappelle, à des souvenirs personnels,
lié à un contexte spatio-temporel, qui est rattaché à une émotion. Est un système de mémoire indispensable pour la construction de notre identité. C'est grâce à cette mémoire qu'on a une forme de cohérence entre nos objectifs, nos valeurs, nos besoins, nos envies. Donc on s'est dit, on va regarder si cette mémoire-là est altérée, pour voir si ça confirme en fait, on va dire, cette perte de repère identitaire et ce dysfonctionnement identitaire. Et la réponse est positive. En fait, on a comparé deux groupes, un groupe de femmes victimes de violences conjugales et un groupe de femmes non victimes, un groupe témoin. On leur a fait passer une tâche de mémoire autobiographique et en fait, on s'est aperçu que ces souvenirs autobiographiques étaient altérés chez le groupe de femmes victimes de violences conjugales. Et ça interpelle parce qu'en fait, les souvenirs autobiographiques ne sont pas des souvenirs traumatiques, ce sont des souvenirs, on va dire, basiques, plus ou moins forts émotionnellement, de notre vie quotidienne que l'on retient. Et en fait, le groupe témoin a pu fournir autant de détails, si vous voulez, dans les souvenirs racontés, dans les souvenirs qui ont été racontés et narrés, alors que les femmes victimes de violences conjugales, elles étaient quand même, elles avaient des souvenirs assez pauvres en termes d'élaboration de détails. Alors que c'était des souvenirs qui, je le rappelle, n'avaient aucun rapport avec les violences. Donc on s'est dit, finalement, la violence a un tel impact qu'elle vient même altérer le système du traitement du souvenir au niveau du cerveau. Ce qui fait que ça vient toucher des souvenirs qui n'ont à la base aucun rapport avec la violence. Et on a poussé un peu le raisonnement un petit peu plus loin. Donc on sait que la mémoire autobiographique, après, comprend plusieurs représentations musiques, dont une catégorie particulière qu'on appelle les souvenirs définissant le soi. Ces souvenirs définissant le soi, ce sont des souvenirs très forts, très vivaces, très importants sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, et qui jouent un rôle majeur dans notre identité. On s'est dit, bon, peut-être que si on va creuser au niveau des souvenirs définissant le soi, qui sont quand même un socle fort de notre identité, et pas juste de simples souvenirs autobiographiques, on va les vérifier si, de leur côté, il y a quelque chose aussi qui se joue à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que ces souvenirs définissant le soi donc, permettent de nous caractériser, mais aussi de maintenir notre sentiment d'identité en référence à la notion de permanence dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a une étude qui est toujours en cours, toujours sur deux groupes, un groupe de femmes victimes de violences conjugales et un groupe témoin, où on essaie de comparer le contenu de ces fameux souvenirs, ces souvenirs définissant le soi. L'objectif secondaire, mais qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est, si jamais il y a une différence, se dire, tiens, est-ce que peut-être ce ne serait pas intéressant de l'utiliser comme support thérapeutique dans la prise en charge psychologique, parce que ces souvenirs définissant le soi font tellement référence à des piliers de l'identité que finalement on pourrait peut-être s'aider de ça pour les aider à récupérer cette estime de soi, cette personnalité, cette confiance et surtout cette identité perdue. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous présenter les résultats parce que je n'ai pas assez de données pour le faire, mais en tout cas, sachez que c'est une étude en cours. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, effectivement. Donc je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup Sophie. Alors effectivement, on a quelques questions qu'on va essayer de traiter dans l'ordre. Donc déjà, premier point quand même, je pense, important, tu l'as déjà souligné, mais peut-être le redétailler. Quelqu'un qui nous demande, quand on est face à un cas de violence conjugale dans la rue ou chez des proches, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans ces cas-là? Alors, vous avez toujours la possibilité de faire un signalement, soit vous appelez le 3919, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous pouvez le signaler auprès de la police, de la gendarmerie, je ne sais pas, ça concerne une voisine ou quelque chose comme ça. Après, ce qu'il ne faut pas faire, je dirais plutôt, c'est surtout, c'est important dans cette période assez particulière, il y a un peu en ce moment une injonction de parler. On est dans
Voilà, pour faire un peu le lien avec l'inceste, dont on parle beaucoup en ce moment. Il faut que ces femmes se sentent libres d'agir au moment où elles se sentent capables d'agir. Ce qu'on a observé sur le plan clinique, c'est que quand on force les choses, on a souvent un retour en arrière à la clé. Et c'est contre-productif. Donc, on peut signaler en tant que témoin, mais après, on ne pourra, ce ne sera pas bon pour la victime de vraiment l'inciter plus à aller plus loin. Merci. Alors, on a une question en particulier pour savoir justement comment, plus en détail, comment on évalue les souvenirs définissant le soi. Comment ça se passe dans vos recherches? Alors, les souvenirs définissant le soi, on l'évalue sur plusieurs critères. Sur l'aspect émotionnel d'abord, l'intensité émotionnelle, sur le contenu. Et il y a en fait un élément, je vais surtout parler d'un élément qui est clé dans les souvenirs définissant le soi, c'est l'intégration dans le système autobiographique. C'est-à-dire, est-ce que on a, par exemple, tiré une leçon de cet événement de vie et que, du coup, depuis, on agit différemment. Il faut comprendre que les souvenirs définissant le soi, c'est des souvenirs qui représentent globalement un tournant dans une vie. C'est un point de référence. Ce qui ressort souvent quand on fait évoquer les souvenirs définissant le soi, il y a un souvenir en lien avec une rencontre amoureuse, une naissance, une rencontre professionnelle, des moments familiaux difficiles, mais qui ont eu un impact sur la suite. En fait. C'est ça qu'il faut comprendre dans le souvenir définissant le soi. Okay. Merci. Alors, je continue, on a vraiment beaucoup de réactions, donc merci à tous ceux qui posent des questions. Je pense qu'on ne pourra pas toutes les prendre, mais on va essayer de relayer au maximum. En tout cas, merci beaucoup. On a une question concernant justement, alors tout ce qui est, vous avez mentionné ce qui était les répercussions physiques, psychologiques. Est-ce qu'il y a plus de maladies mentales ou plus de risques de troubles mentaux chez les personnes qui sont victimes de violences conjugales? Alors, je vais y répondre parce que je crois avoir compris la question, mais j'ai un petit doute. Alors, en termes de conséquences psychiques, clairement, il y a beaucoup plus de troubles mentaux chez les femmes victimes de violences conjugales en conséquence. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire que altérer pour des souvenirs autobiographiques? Est-ce que c'est qu'ils sont inexacts? Est-ce qu'ils sont négatifs? Est-ce qu'ils sont absents? Alors, altération, ça veut dire moins détaillé. En fait, quand on a fait cette première étude, on a coté chaque souvenir de 1 à 5 en fonction de est-ce que c'était un souvenir spécifique, est-ce que c'était un souvenir qui était rattaché à un contexte spatial et temporel, est-ce que c'était un souvenir qui avait beaucoup de détails, est-ce que c'était plutôt un souvenir générique, donc on était plutôt à 2 sur 5. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on a qualifié le souvenir autobiographique et on s'est permis de parler d'altération parce que on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de souvenirs génériques ou alors des souvenirs spécifiques beaucoup moins détaillés. D'accord, merci. Alors une question précise mais que je trouve très pertinente. Comment le pourcentage de femmes violentées qui ne portent pas plainte est-il estimé? Est-ce que c'est des personnes du coup que vous voyez violentées? Comment vous savez qu'après elles ne portent pas plainte? Comment ces chiffres sont évalués? Alors, c'est évalué par celles qui se manifestent, par exemple, auprès du 3919, mais qui ne vont pas plus loin. C'est évalué par celles qui passent dans les services hospitaliers, je pense à l'unité médico-judiciaire ici, ou parfois elles viennent faire un certificat médical d'une blessure par le médecin légiste, mais elles le gardent pour elles et derrière, elles ne vont pas forcément plus loin. Et après, c'est évalué sur la base de modèles statistiques aussi, tout simplement. D'accord. Ouais. Alors, une question toute simple, mais comment peut-on aider à la recherche? Est-ce que vous cherchez des personnes pour participer? Est-ce que voilà, il y a des personnes qui demandent si on peut accéder à vos travaux? Oui, bien sûr. Vous pouvez être volontaire pour cette recherche, donc faire partie du groupe témoin. Alors, il y a bien sûr quelques critères. Il faut bien sûr ne pas être victime de violences conjugales. Et puis après, des critères que moi, j'évalue quand les personnes me contactent.
Donc, je vais juste te poser une question peut-être un peu naïve, mais j'imagine que tout ce que vous avez présenté, c'était dans le cadre d'une structure familiale hétéroparentale, on va dire un peu classique. J'imagine que c'est des choses qui se retrouvent aussi dans des schémas de famille homoparentale ou dans des couples homosexuels. Il n'y a pas tellement de différence et j'imagine que c'est quelque chose que vous retrouvez un peu partout, quel que soit le schéma. Alors oui, alors dans la lettre que je vous ai présentée, dans le rapport que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est accessible à tous, c'est un rapport qui est rendu public, il y a le détail justement des familles homoparentales ou hétéroparentales, et bien sûr il y a des violences euh, conjugales au sein des couples homosexuels. C'est quelque chose que l'on voit, que ça soit version homme ou version femme. On a bien sûr, on voit ça. Très bien. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Je voulais vraiment vous remercier encore beaucoup pour être venu. Je pense que c'est un sujet très pertinent. Alors, je ne sais pas, malheureusement, comme on n'est pas dans une salle avec du public, je ne sais pas s'il y avait une grande proportion d'hommes qui ont assisté, mais j'espère, parce que je pense que ça concerne tout le monde et je pense que c'est beaucoup relayé par des femmes, mais pas que pour des femmes. Donc, voilà, j'espère en tout cas que le message pourra toucher tout le monde parce que je pense que ça concerne tout le monde. Voilà, merci encore à tous ceux qui étaient là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore Sophie Billot et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci.